Dis Nico, tu crois qu'à terme, les algorithmes ils vont pouvoir remplacer les directeurs créatifs? Écoute, soit les remplacer, soit les forcer à solidement évoluer et changer la façon dont ils travaillent et créent. Mais écoute, je pense que ça fait un top épisode, ça. Ouais, allons-y. AI Unboxed. Le podcast qui démystifie l'IA. Je suis Ab. Je suis Nico. Et ensemble, on partage nos échanges sur cette révolution. Let's go. Qui dit directeur créatif parle créativité. Comment est-ce qu'on peut définir la créativité? Toujours difficile, la créativité. On peut le lier très, très, très rapidement à l'art. N'importe quel artiste est considéré comme créatif, mais nous, dans le monde de la pub, quand on parle de créativité, on parle de personnes dans une agence de pub qui essayent de trouver les bons concepts par rapport au bon objectif du client et après à transcrire ce concept dans un média et dans un canal adapté. Et tu crois que l'IA, elle peut aujourd'hui déjà faire la synthèse de tous ces éléments? On est évidemment toujours en phase de transition en mars 2025 actuellement par rapport à l'IA et par rapport à la création. Ça ne s'appelle pas l'intelligence artificielle créative. Donc à la base, on a bien appelé intelligence artificielle générative parce qu'elle est censée générer du contenu. Et le débat est grand et très intéressant parce que pour générer du contenu, il faut bien s'inspirer de quelque chose. Tout directeur créatif, tout créatif dans n'importe quelle agence de pub s'inspire de ce qu'il a vu en prenant le bus le matin, de son enfance, de ce qu'il a vu à la télé la veille. Donc l'inspiration, pour moi, est la base de la créativité. Et évidemment, les modèles de langage, s'inspirer, ça, ils savent le faire. Nous, dans notre milieu du marketing, clairement, on a des briefings, on a des objectifs. C'est d'ailleurs l'ancêtre du prompt, le briefing. Donc la créativité dans le monde des affaires et dans le monde de la publicité, elle est évidemment bridée et elle est cadenassée dès le départ, ce qui potentiellement est quelque chose de plus simple puisqu'on a un contexte. Tout comme une IA, quand on parlait des LLM et des promptings, lui donner un contexte, ça va lui faciliter sa réflexion. Ok, donc j'essaye de te suivre, hein, mais donc tu dis oui, ok, l'artiste il crée sans qu'on lui ordonne ou qu'on lui donne l'ordre de créer. Est-ce qu'alors le directeur créatif en agence peut être remplacé, vu que là, a priori, il travaille sur base de briefing et donc il y a, on ne va pas dire un ordre d'un client, parce qu'ils ont quand même tendance à ne pas toujours suivre les ordres ou les instructions. Mais est-ce que tu crois que là, justement, il y a un plus grand risque de remplacement? Oui, certainement. Encore une fois, si le briefing est vraiment bien fait, bien cadré, si le client il prend cette compétence à cœur de se dire que ces briefings vont être de plus en plus précis, d'ailleurs, il pourra très vite faire le test. Il pourra envoyer le briefing à son agence de pub et le balancer dans 2-3 IA et 2-3 LLM qui sont bien configurés pour de la créativité publicitaire. Il verra bien l'output. Il y a aussi, il faut séparer les deux choses. Il y a la conception, c'est-à-dire on voit le briefing, on voit que le client il veut vendre plus de pots de peinture. Comment on peut communiquer vers le consommateur le fait que cette peinture c'est la meilleure et que le consommateur le retienne. Ça, c'est la conception. Et puis, il y aura aussi énormément d'évolution. Il y a déjà énormément d'évolution dans les agences de pub pour tout ce qui est la production et voire même avant le prototyping. Avant, ça coûtait une fortune de pouvoir... on a 10 idées, c'était assez compliqué de montrer 10 exemples de spots télé qu'on a en tête à son client. Ça coûtait très cher, il n'y a que certains annonceurs qui pouvaient se le permettre. Ici, en termes de tests, de bêta-tests, d'ABC testing, de tout ce qu'on peut entendre par testing en amont, ça va quand même ouvrir les portes. Ouais. Ouais. Au niveau, prenons peut-être le premier des deux éléments, hein, la conception, et restons quand même dans le contexte du marketing et de l'agence publicitaire, même si plus tard on peut peut-être faire un rapide passage sur les aspects vraiment artistiques également. Comme on disait, la création agence publicitaire, a priori, démarre d'un briefing. Pour ce que j'en comprends de comment fonctionnent les algorithmes, a priori, elles vont utiliser des données historiques, essayer de retrouver des patterns, des similitudes, et puis recomposer les éléments connus. L'output. Ouais, voilà. Mais donc, dans un briefing, il y a quand même différents éléments. Effectivement, dans un briefing, il y a l'élément contexte de la marque, positionnement de la marque, tone of voice de la marque, identité visuelle de la marque, etc. Il y a à la limite aussi la mission de la marque pour laquelle elle a été créée au départ. Et puis, il y a le côté quand même contexte du marché, de la concurrence, business lancement de nouveaux produits. Prenons l'exemple d'un lancement de nouveaux produits.
On peut même se projeter il y a quoi, une vingtaine ou une trentaine d'années, où à un moment donné, on conçoit l'idée du SMS, du texto à l'époque. C'était un marché qui n'existait absolument pas. Dans ces cas de figure, a priori, j'ai du mal à imaginer comment l'IA pourrait créer, parce qu'il n'y a pas de similitude, il n'y a aucun cadre de référence, aucune donnée quelque part qui a pu être analysée ou avalée par l'IA. Ce serait plus compliqué pour un produit qui n'a jamais existé ou qui n'a pas un secteur qui n'existe pas encore. Il y en a de moins en moins. Il y aura toujours moyen de faire des références. Dans ton exemple du SMS, ça peut être faire référence à un autre lancement d'un produit technologique qui n'existait pas dans la société et d'essayer de prendre un peu... Et puis, l'annonceur qui lance un produit totalement neuf sur le marché, c'est à lui, encore une fois, en amont dans son briefing, dans son prompt vers ses créatifs, quels qu'ils soient, de leur donner ce contexte-là. C'est un produit qui va se lancer, qui n'existait pas avant, qui va révolutionner ça et ça dans nos sociétés. Après, c'est aux réseaux neuronaux, qu'ils soient humains ou artificiels, d'essayer de trouver un output qui correspond à cet objectif. Ouais. Je vais continuer à te challenger un petit peu là-dessus, parce que bon, voilà, on sait que tu crois à l'IA, on sait que tu crois que l'IA va vraiment faire en sorte qu'on travaille tous moins et qu'on vivra mieux. C'est un concept auquel tu as déjà référé plusieurs fois. Mais imaginons qu'on a un produit, une marque qui veut s'adresser à une toute nouvelle cible. Aujourd'hui, un directeur créatif, une agence publicitaire, voire une étude de marché au départ, on va essayer quand même de comprendre, de se projeter dans le cerveau, la partie aussi émotionnelle, parce qu'a priori Step in my shoes. Voilà, oui, voilà, mais c'est l'émotionnel qui va créer les premières impulses et qui a priori est plus rapide à se créer que les réactions rationnelles. Là, il y a quand même un grand avantage d'avoir un être humain qui essaye de se projeter ou de se mettre dans les chaussures d'un autre être humain, parce qu'il y a à nouveau, il n'y a pas ce contexte historique, il n'y a pas ces données historiques. De son congénère, oui. Ouais. Même si un jour, on va dire que certaines IA arriveront. On a parlé d'empathie dans d'autres épisodes, on sait très bien qu'elles arrivent à comprendre ce qu'est l'empathie. Par contre, elles ne le vivent pas. Ouais. C'est un peu le même principe que l'intentionnalité. C'est-à-dire que si tu mets une IA devant une page blanche, tu ne vas rien avoir comme résultat. Alors que si tu lui demandes quelque chose, tu vas avoir un résultat. Tu veux dire une page blanche sans qu'on lui ait posé une question, qu'on Exactement. lui ait donné une ordre. Par contre, je pense que pour continuer sur l'idée de la page blanche, a priori, justement, comme l'IA va toujours cracher quelque chose qu'on lui posait la question, un créatif ou un copy qui par le passé pouvait être un petit peu bloqué par la page blanche. L'angoisse de la page blanche. Voilà. Dans ces cas-là, je pense que ça peut être un bon outil pour démarrer, pour débloquer, pour avoir une série de pistes, quitte à ce qu'on décide de façon intentionnelle à ne pas suivre ces pistes-là. C'est quand même un vrai atout. Oui, c'est un atout, un avantage, c'est un gain de temps. Alors, je baigne plus dans le monde de la pub proprement dit depuis plusieurs années, 5-6 ans, mais je serais vraiment curieux d'être une petite souris et d'aller voir ce qui se passe chez des grosses agences, des BBDO, des Publicis, pendant les fameux brainstorming créatifs, où tu as le directeur créatif réunit son équipe de créatifs et la façon et le temps qu'ils veulent, mais ils doivent sortir de cette pièce avec une idée. D'abord, ça, c'est une contrainte, c'est une obligation de résultat qui n'est jamais simple dans le monde, alors qu'un artiste, un peintre, s'il n'est pas inspiré, il va retourner boire un café, il reviendra plus tard. Le créatif, normalement, après une journée de brainstorm avec toute son équipe, il est censé quand même proposer des concepts aux clients. Donc oui, ça pourra débloquer. Ça débloque, je suis certain. J'ai dit que je voulais être une petite souris, mais je les imagine très bien que maintenant, ChatGPT ou autres, les LLM font partie de leurs outils d'inspiration pour faire des recherches, pour choper des datas, pour eux-mêmes s'augmenter et leur permettre d'aller plus facilement se mettre dans les chaussures du consommateur. Mais je crois que tout simplement, une des techniques créatives ou de brainstorming, c'est clairement l'associatif. Je vais associer un concept à d'autres, un mot à d'autres, mais je pense que là, effectivement, l'IA peut cracher un nombre... énormément. Parfois trop. Donc on reviendra sur le thème de curation. Parce qu'idem, sur base d'un briefing, si l'IA te sort 100 campagnes qui sont toutes les 100 plutôt pas mal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas présenter à ton client? Je me souviens de l'époque de Proximus, où on était l'agence digitale de Proximus et de
de mon copain Arnaud Pitts qui venait présenter tous les lundis les nouveaux concepts, les nouvelles idées. Il avait déjà fait une shortlist assez impressionnante par rapport à tout ce qui était sorti pendant cette journée de brainstorming qu'il faisait chaque semaine. Et il ne présentait que 3 idées. Et dans les 3, il espérait qu'il y en ait une des 3 qui plaise. Mais il faisait déjà un travail de curation. Par contre, il ne faisait potentiellement pas un travail de curation aussi important et aussi lourd. Oui. Et je pense que ça va faire partie de leur challenge et faire partie de leur changement un petit peu de paradigme. Ce sera en gros, j'aime à dire, ils vont devenir des API humaines, ils vont devenir des connecteurs humains, c'est-à-dire qu'ils vont connecter un objectif business avec tout ce que leur proposent des créatifs, encore une fois, qu'ils soient humains ou digitaux. Et ils vont devoir faire en sorte que ça clope, comme on dit chez nous, et faire en sorte que derrière, ils sélectionnent, ils font la curation de ce qui correspond le mieux au client. Mais cette curation, ils le font sur base d'expérience, d'expertise, etc. Hein. Mais comment l'acquérir dans un contexte où, a priori, cette première phase se fait de plus en plus par de l'IA? Il faut quand même avoir cet historique, cette compréhension. Oui, c'est tout le débat sur on aura de moins en moins besoin de juniors avec des tâches à basse valeur ajoutée. Donc, comment avoir des seniors qui sont les seniors de demain? Comment on va faire? Tout senior est passé par une phase où il faisait des bêtes tâches parce que c'est une façon d'appréhender un métier, de le comprendre, de voir des subtilités sans être totalement baigné dans les responsabilités dès le départ. Je ne sais pas te répondre à ça. Et d'ailleurs, il y a même une thématique là-dessus qui est la paresse intellectuelle et créative de l'humain en général. Hein. C'est-à-dire que Internet déjà nous a fait un petit peu moins chercher dans des bouquins pendant des heures et développer cette compétence de recherche qu'on avait. Ici, les créatifs vont de moins en moins se casser la tête, comme on dit un peu vulgairement, ou se gratter la tête pour trouver des concepts et essayer de sortir ça de eux. Avec le même risque. Hein. Donc je pense qu'effectivement, quand on fait ces recherches, il faut quand même avoir l'esprit critique, valider que l'information est exacte, etc. Ici, il va falloir quand même valider que le concept est pertinent par rapport à l'objectif, corresponde à la marque, etc. Ouais. Et je pense que là, effectivement, en tout cas pour un directeur créatif, c'est plutôt rassurant. C'est que, ça faisait déjà partie de son métier. Voilà. Par contre, effectivement, pour les juniors, il y a plus de questions à se poser. Il y a beaucoup plus de questions à se poser. Ta question de départ, est-ce qu'on pourra le changer? Je pense que c'est le dernier qui partira. Comme dans beaucoup d'entreprises actuellement, et je parle là à court terme, dans les 5 à 10 ans, ce sont les seniors qui pourront être chefs d'orchestre avec toutes ces IA, tous ces agents, tous ces outils autour d'eux qui vont rester en tant que chefs d'orchestre. Et il y aura peut-être moins de musiciens. mais par contre, voilà, cette idée de curation, cette idée de contrôle, de validation humaine reste quand même présente. On parle beaucoup du directeur créatif, des créatifs en agence, mais qui d'autre devrait s'intéresser à ce sujet? Sujet de la créativité globalement. Focalisons-nous quand même dans le business et le marketing. Comme tous les sujets, je pense, actuels dans le business et le marketing, pour moi, les annonceurs. Puisqu'ils pourraient même être capables maintenant d'intégrer des pistes créatives dans leur briefing. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Oui. On connaissait nos directeurs marketing, les product managers, tu en as été un. Mais j'en ai connu qui quand même mettaient leurs idées créatives dans le briefing. Mais, ça, c'était toi. Qui n'avaient pas forcément besoin de créatifs. Donc, il faut quand même savoir effectivement qu'il y a de longues années, j'ai été client de Nicolas. Tout à fait. Voilà. Et un directeur marketing de plusieurs gros annonceurs en Belgique, ce que moi-même, je n'ai jamais été. Moi, ils ont toujours été mes clients. Et donc, pour en revenir à ça, ça leur permettra d'ajouter déjà beaucoup plus de direction, donc de faciliter un petit peu cette fameuse phase de brainstorming qui ne sera peut-être plus d'une journée, mais d'une demi-journée, voire d'une heure. Et après, ce sera au directeur créatif de se casser la tête, cette fois-là, pas sur sa page blanche, mais sur la sélection de son top 3 des meilleures idées qui correspondent le mieux. Et vu cet aspect efficacité, peut-être qu'il y aura finalement un rôle important aussi pour l'acheteur des grandes entreprises qui devrait effectivement s'y intéresser pour comprendre quels sont les gains d'efficacité et de peut-être mieux négocier, même si c'est quelque chose qu'effectivement...
pourquoi j'en parle, c'est parce que par le passé, souvent, je me suis demandé quel était réellement le rôle d'un service achat dans la sélection d'agents, dans un pitch, parce que très souvent, leur objectif est sur l'économie, le pourcentage. Alors que ce n'est pas du tout l'objectif du marketing. Voilà, et qu'à priori, qu'est-ce qui se passe? C'est que les agences rentraient dans le pitch avec des tarifs bien élevés, et puis on négociait des réductions sur ces rates. Et puis par la suite, le service achat n'avait aucune compétence pour vérifier si le volume d'heures facturées correspondait et était vraiment nécessaire. Tout à fait. Et puis après, ce n'est pas tangible, quoi. On a passé 4 semaines à trouver l'idée qui a fait que vos ventes ont augmenté de 20%. Ils auraient pu passer 10 semaines à chercher la bonne idée qui ne donne aucun résultat derrière. Donc c'est difficilement tangible. Trouver une idée n'est pas un acte mathématique ou physique. Et c'est d'ailleurs pour ça, est-ce que la créativité peut être intégrée dans un algorithme? C'est une bonne question, il y a des philosophes qui se la posent. Moi, je considère que l'IA est créative. Parce que dans ma définition de la créativité, comme en musique, comme dans tout, c'est qu'on est obligé de s'inspirer de notre vécu, on est obligé de s'inspirer de notre expérience. Sinon, on serait perdu, on n'aurait pas les codes. Mais qui est peut-être plus, en tout cas dans le cadre de l'IA, qui est plus l'expérience, le contexte historique, les changements imminents. C'est plus compliqué de par la façon dont fonctionne l'algorithme. Et je pense que, pour faire un petit peu le parallèle avec justement les artistes, avec l'art, il y a quand même très souvent une observation de la sociétale qui ensuite, voire même la créativité ou les tendances créatives du passé, pour ensuite réagir et vraiment retourner la situation et créer toute autre chose. Et ça, cette analyse, cette observation, cette digestion de tout ce qui nous entoure est quand même plus compliquée. Il faut dire qu'en musique, la musique est un art beaucoup plus limité, notamment que les arts plastiques ou la peinture. Il y a un nombre de notes fixe, c'est comme ça, il y a des gammes, Et après, en même temps, c'est la magie de la musique. C'est-à-dire qu'avec si peu de notes, on a autant de musiques différentes et autant de mélodies qui nous plaisent. Mais il y a quand même des styles musicaux. Est-ce que demander à un algorithme de créer... Un algorithme qui a entendu que de la musique classique, lui demander de créer du jazz, du mal. Ce sera quelque chose d'autre, mais ce ne sera pas forcément le jazz. Et donc, en musique, on a un peu le même phénomène inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui se ressemblent très fort. Il y a l'industrie des samples, surtout à notre époque maintenant, c'est que des samples des années 80. Dans les années 80, on samplait les années 60. La musique, c'est un éternel renouvellement et il y a des procès. Il y a des moments où Madonna va trop loin parce qu'il y a 4 notes de suite qui suivent un morceau qu'a fait un Belge dans les années 70 ou je ne sais plus. Et là, il y a un juge qui va décider. Donc cette thématique de droit d'auteur est très intéressante parce que évidemment, avec l'IA, tout le monde en parle. L'IA, elle vole le travail des photographes pendant des années, elle vole le travail des autres créatifs qui ont mis leurs idées sur papier et puis qui les ont mises sur Internet, les écrivains, des auteurs, de tout ce que tu veux. Ce n'est pas du vol tant que le résultat final n'est pas le même. Mais c'est un petit peu le reproche ou l'angoisse qu'avaient les peintres au moment de l'arrivée de la photographie. Et même dans la publicité, on revient en publicité, il y a même des fois, moi je me souviens à l'IEX, on a travaillé sur pour Danone, on travaillait dans notre dernière année en licence sur la marque Fruix de leur yaourt, et on a une idée, nous, de campagne, on la met en place et le prof nous dit une semaine après, mais en fait c'est une campagne que j'ai vue il y a 1 mois, et il l'a retrouvée, il nous l'a montrée. Nous, on a dit, mais on vous jure qu'on n'a pas volé le concept, on vous le jure, on ne connaissait pas cette pub. Et lui est persuadé qu'on l'a vu, la pub. On l'a vu passer dans l'affichage, on l'a vu. Et là, malheureusement, notre cerveau l'a imprimé, mais plutôt dans notre subconscient, et on a recréé quelque chose. À force de réfléchir, on est arrivé au même résultat que les autres créatifs, plus notre inspiration. Et là, le résultat était trop proche. Et là, ça devient du plagiat. Mais ce sera peut-être plus simple dans le futur, en tout cas pour un juge, d'évaluer cette intention. Est-ce que oui ou non on était au courant? C'est clair qu'un algorithme, à condition qu'il y ait une certaine transparence, quelles étaient les données d'entraînement, elle ne pourra pas se défendre en disant « je n'avais pas entendu ». Parce que à un moment donné... Mais ce n'est même pas une question, parce que tu peux ne pas être au courant et être quand même coupable de plagiat. Si par hasard, tu n'as pas de bol, le résultat final est exactement le même qu'un autre. Un film, une musique, un tableau, une photo, tout ce que tu veux. C'est comme ça. C'est le résultat final qui compte. Ce n'est ni la démarche,
ni l'inspiration. J'ai parlé dans un de nos podcasts du mood board, du fameux mood board qui existe depuis Mad Men, depuis les débuts de la publicité. Ce sont des pièces comme ici où tous les murs sont tapissés de toutes les œuvres des autres, de toutes les créations des autres personnes qui ont travaillé, qui ont fait des photos, qui les ont imprimées dans des magazines. Et ils passent justement une journée en brainstorming ou une semaine dans cette pièce et ils ne s'inspirent que des autres. Ce n'est pas du vol, c'est de l'inspiration, tant, et encore une fois, si et seulement si le résultat final ne correspond pas. Et là, à un moment, quand ce sera limite, il faudra faire appel à un juge qui lui-même pourra se faire aider de l'IA pour comparer les pixels, pour comparer les intentions. Ok. On a beaucoup parlé de conception. Il y avait un deuxième élément que tu mentionnais qui fait partie quand même de la créativité, certainement quand on regarde agence publicitaire, c'est la partie prototyping, voire production. J'aimerais peut-être les prendre ensemble parce que quelque part, pour faire un prototype, on a aussi une certaine forme de production. Moi, pour encore avoir essayé Sora hier, qui est maintenant vraiment intégré comme un module beaucoup plus visible dans... Donc pour nos auditeurs, depuis la dernière évolution de ChatGPT pour les payants, Sora est devenu un petit onglet comme DALL-E. Donc soit on génère une vidéo, soit on génère une image. Pour le moment, on sort encore de ChatGPT, c'est un peu frustrant. On va sur le site de Sora. Et Sora, et parce que tu citais les deux exemples, Sora c'est bien la génération de vidéos et DALL-E la génération d'images. Oui, pardon, c'est ça, oui, tout à fait. Et je l'ai aussi testé, ça va, ça avance. Si on reparle juste de 2-3 outils vidéo, j'ai testé Kling, les japonais, mais il faut 3 heures pour générer une image vu que je suis en non payant. Et il y a 2-3 petites solutions qui sont en train de sortir en termes de vidéo. Voilà, je me dis que je sortirai certainement un petit court-métrage en 2025, ce que je n'aurais jamais pu faire de ma vie avant. Mais ça reste quand même plus difficile de faire le bon prompt. Voilà, j'ai essayé encore Sora hier, c'est clair qu'en même temps, et surtout quand on regarde les exemples, alors je me demande parfois combien il y a eu d'itérations pour arriver à ce résultat-là. Ou de montage, de post-prod. Voilà, mais c'est quand même compliqué. C'est beaucoup plus difficile quand on a une image en tête, voir un style de marque, un style visuel, un style photo. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour le commun des mortels, de faire un prompt qui permet de ressortir quelque chose qui ressemble. Parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres. Dans un texte, il y a les lettres qui composent des mots, qui composent des phrases. Ok, il y a encore un petit peu la difficulté du tone of voice et le style. Après, en photo, il y a l'éclairage, il y a l'angle, déjà plus de paramètres en photo, les objectifs, même les caméras qui captent de façon différente les couleurs, etc., les filtres. Donc, il faut quand même une certaine connaissance technique pour pouvoir, en tout cas, rapidement générer une image qui ressemble à ce que le directeur créatif a en tête, non ? Ça ne va pas être facile. Maintenant, c'est des outils qui peuvent se prendre en main. Mais est-ce que tu te souviens la première fois que tu as généré une image avec Midjourney il y a 3 ans ? Le résultat était... J'étais très frustré, ça je m'en souviens. Mais exactement, le résultat était rarement ce qu'on avait en tête. Presque jamais. Ce qui est honnêtement pour moi toujours le cas avec DALL-E. Quand on génère de la photo en tout cas. Avec DALL-E peut-être, mais essaye Ideogram. Maintenant qu'on parle un peu d'outils, Ideogram et évidemment Midjourney qui a encore un peu amélioré son interface récemment. Voilà, franchement, on y est. Pour un de mes clients, une agence immobilière, clairement, on génère des images de futurs acheteurs devant leur maison. C'est impossible de dire qu'un humain te dise si c'est une vraie photo qu'ils ont fait avec les futurs acheteurs ou pas. Mais parce que là, on donne aussi des exemples. C'est pas de la... Je veux dire, on fait l'input de la photo de la maison, par exemple. Dans ce cas-là, non. Là, on générait complètement juste pour des illustrations. Vous êtes nouveaux acheteurs, contactez-nous. C'était pas le futur acheteur d'une maison spécifique. Non, mais on aurait dit qu'ils avaient pris la photo d'un de leurs acheteurs en temps réel. Ouais. Et dans ce même secteur, il y a un cousin à moi qui justement est plutôt dans la vente, dans l'IMO, mais du côté vente. La génération de vidéos pour des visites virtuelles à base de photos, elles se font, c'est des choses qui sont magnifiques et qui ont vraiment permis d'augmenter l'expérience, en tout cas la sélection pré-visite. Certaines agences le faisaient déjà, mais c'était un gros investissement pour elles et ça pouvait se retranscrire dans leur prix. Et donc on reparlera du futur de la société selon moi, où si on a moins de travail, on gagnera moins et il faut surtout que une bonne partie des services coûtent moins parce que ça coûtera moins cher à mettre en place. Si on revient à l'agence de pub, je peux aller plus loin dans cette réflexion-là. C'est que si Nutella se rend compte qu'en fait, ça coûte la moitié du prix, voire moins, de créer un spot pub pour vendre ses pots de Nutella, il va investir, on connaît les budgets marketing de sociétés comme ça en B2C,
ils vont du coup normalement, si tout va bien, le marché devra faire son effet. Au lieu de faire plus de marge, ils pourront se dire on peut diminuer un peu le prix de notre pot de Nutella, puisque son marketing nous a coûté moins cher. Et pas que le marketing, hein. La gestion opérationnelle, la gestion de stock, tout ce que tu veux. Hein. Je suis tout à fait d'accord, sauf que là, dans le budget marketing Nutella, la part création, par rapport à la part média, est quand même différente. Alors qu'au niveau de l'agence, qui doit vraiment gagner sa vie sur la création... Attention, quand on parle média, nous, peut-être une bonne partie de nos auditeurs, on entend encore des médias qui coûtent cher, comme la télé ou l'affichage. Maintenant, avec les médias digitaux, ça peut se passer encore différemment. Et les médias owned, c'est-à-dire que la plupart des marques ont leurs propres canaux. Mais je pense que justement le débat sur le coût et comment refléter l'économie de coût dans les prix, c'est vraiment une raison supplémentaire pour des gestionnaires de PME de s'intéresser. Et peut-être que ça permet, en tout cas à court terme, de créer de nouveaux rôles de conseillers qui vont justement aider les PME à payer le juste prix. Oui, tout à fait. Et tu as cité un bon exemple auquel je ne pensais pas, mais c'est les achats qui vont devoir commencer à sérieusement s'y intéresser. Les achats ne vont plus, je pense, le marché, encore une fois, va s'autoréguler, mais continuer à payer des services alors qu'ils savent pertinemment bien que ce service a été fait 10 fois plus vite qu'avant et potentiellement, parfois, avec une qualité supérieure. Donc là, les négociations vont rentrer et ça va être comme ça partout. Oui. Je donnais l'exemple du médecin dans un de mes autres podcasts. Si vraiment maintenant mon médecin m'annonce que mes dernières prises de sang ont été diagnostiquées par une IA et qu'elle n'a pas pris 1 heure ou 2 pour le faire comme elle le fait d'habitude, une demi-heure, je n'en sais rien, mais est-ce que je vais continuer à la payer le même prix ? Tout à fait. Essayons peut-être d'encore plonger un tout petit peu plus dans le côté très, très pragmatique, très opérationnel. Je pense qu'il y a pas mal d'outils utilisés par... J'entendais récemment le nom Prompt Artist pour tout le travail créatif. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a quand même une certaine compétence. Tout à fait. Quels sont en laissant la génération de texte sur le côté, parce que je pense que de 1, on en a déjà beaucoup parlé, de 2, je pense que tout ce qui est ChatGPT, Claude, etc., pour la génération de texte, beaucoup d'entre nous ont déjà quand même fait leurs premières et leurs propres expériences. Commençons peut-être par le photo, visuel. Quels sont les outils si je dois en essayer quelques-uns, quels sont les outils que tu recommanderais de tester en premier ? J'en utilise plusieurs, je suis pas un bon exemple, mais j'en utilise plusieurs en fonction des cas d'usage. Clairement, DALL-E me plaît parce qu'il est intégré. Et j'ai une chronique qui sort dans une semaine où je parle justement de cette intégration où au final, on ne choisira pas les meilleurs outils. On n'ira pas chercher le meilleur outil. On prendra celui qui est intégré et qui est invisible et on ne doit pas se poser de questions. À tel point que je ne comprends même pas pourquoi dans ChatGPT, il y a un onglet DALL-E. Oui. Je voudrais dire, vas-y, fais-moi une image de... Je ne vois pas pourquoi je dois cliquer sur DALL-E et lui dire de me faire une image. Enfin, pour qu'il sache que je dois faire une image. Donc DALL-E a ça d'intéressant pour ceux qui utilisent ChatGPT et maintenant Sora. C'est un abonnement, c'est une interface et ils ne doivent pas chipoter. Et le côté intégration, mais je pense que l'exemple Canva, qui est quand même de plus en plus utilisé pour faire l'autoproduction par certainement les PME, voire les grandes entreprises, mais je pense que là aussi, on voit de plus en plus d'IA apparaître de façon intégrée et avec une intégration assez naturelle dans les fonctionnalités qui existaient déjà. Pour quelqu'un qui a utilisé Photoshop intensément pendant 20 ans, je peux te dire que Canva m'impressionne énormément. Ils ont vraiment pris un bon virage web-based d'abord et en plus donc uniquement accessible par Internet, pas spécialement avoir une application ou télécharger un programme. Et l'IA récemment a été intégrée pour des fonctionnalités de retouche, mais aussi pour de la génération. Et comme je disais, c'est invisible. Tu es en train de faire ton petit carton d'invitation, ton petit design. Tu dis là, je veux une image. Et tu demandes ce que tu veux et tu as l'image dedans. Tu n'as pas besoin d'aller dans un outil différent, etc. Et c'est ça en ça que je dis que l'intégration va faire les gagnants de toute cette histoire. C'est que même si Canva n'a pas la meilleure génération d'images, ou dans mon exemple DALL-E, c'est quand même celui que j'utilise le plus. Oui. Et je pense que c'est vraiment un outil que je recommanderais à chacun de tester. Canva. Je crois qu'il y a 30 jours d'abonnement Canva, pro c'est magique. De test. Et je pense très important pour les acheteurs dont on a déjà parlé, parce que je pense que ça permet vraiment de comprendre que pour la production au quotidien de visu, pour les médias sociaux, etc. De campagne display, de plein de choses. Il y a des templates dans Canva. Il n'y a pas que tout ça, mais les templates sont magiques. Voilà. Tu lui expliques ce que tu veux, il te donne un template. Les miniatures de notre podcast sont en partie basées sur un template Canva et qu'on peut modifier après et mettre à sa sauce. Ou à la limite, demander à une agence de créer
des templates. Oui, et les intégrer dans Canva. Et ensuite faire toute la production en interne. Pour revenir juste sur la génération d'images, donc je parlais de DALL-E par facilité. J'en utilise 2 autres. J'utilise Midjourney vraiment quand je veux impressionner les gens. Dans mes formations, j'ai une image d'une main qui était un peu le boss de fin pendant des années. Maintenant, le boss de fin, ce sont les langues. Les photos avec des langues sont très très rares sur Internet. Et donc, ça ne marche pas très bien pour le moment. Et le dernier que j'utilise quand même presque au quotidien, il s'appelle Ideogram, qui est très intéressant. La raison pour laquelle je l'utilise est parce que je peux générer des images avec des célébrités. Et notamment, je fais un petit cartoon, moi, ça s'appelle Artonic, mais où je mets des célébrités qui discutent entre eux sur une thématique un peu humoristique. Ce que je ne pouvais pas faire avec DALL-E ni avec Midjourney, qui vont nous empêcher de générer une image de DALL-E, de Trump et de Musk qui discutent avec deux phylactères qu'on n'a plus qu'à remplir. Et d'ailleurs, je les fais dans Ideogram et puis je les amène dans Canva pour moi-même écrire les phylactères. Donc, essayez Ideogram. Et alors, en plus du fait que vous pouvez faire des personnages célèbres, vous pouvez également générer des photos hyper réalistes, photo dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ok. Vidéo, j'en ai aussi évoqué Kling, qui a l'air assez puissant, mais il faut prendre l'abonnement. J'avoue. Qui fait vidéo. Hein. Oui, vidéo vraiment. Général. Il génère des vidéos assez impressionnantes. Ouais. Certains disent que c'est le tueur de Sora, même si on n'avait pas encore beaucoup vu Sora. Donc Sora, qui est la solution d'OpenAI, qui a l'avantage, comme DALL-E, d'être intégré dans ChatGPT avec l'abonnement pro. Kling, par exemple, je n'ai pas pris l'abonnement. Moi, j'avoue que j'arrive à ma limite, à ma saturation en termes de tests et d'abonnements et de 30 jours gratuits et de coûts. Donc Kling, lui, je n'ai pas encore passé le pas. Il y a d'autres vidéo killers qui sont en train d'arriver et qui vont encore changer la donne. On sait que les Chinois bougent beaucoup. Il y a d'ailleurs une IA chinoise qui vient de sortir, mais en plus de DeepSeek dont on n'avait pas encore parlé, il y en a une toute nouvelle, mais on l'évoquera dans un prochain. Ouais. Mais justement, là on parle vraiment de création de vidéos, de films. Un outil ou un ensemble d'outils que je trouve particulièrement intéressant, c'est les avatars, voire un avatar personnel, et qui n'est peut-être un peu moins d'application directe dans la vraie créa conceptuelle publicitaire, mais qui en termes d'expérience client, on aura l'occasion d'en parler, mais ça permet vraiment de personnaliser aussi, parce que je pense que là, au niveau création, ce qui est intéressant avec justement l'avènement de tous ces algorithmes, de toutes ces IA, ça permet vraiment de personnaliser encore à une autre échelle. Oui. On a beaucoup parlé de la segment of one, de s'adresser à une personne individuelle, de s'assurer de s'adresser à la bonne personne avec le bon message au bon moment. Même si c'était un concept très intéressant, je pense que c'est un concept qui a permis de mettre un peu d'ordre dans la collecte de données et l'organisation des données. Ensuite, avoir vraiment le message percutant, personnalisé, à la limite, qui peut vraiment de façon empathique impacter. Qui peut être généré on the fly, comme on dit. Voilà, mais maintenant, avec une production qui devient beaucoup plus économique, on va pouvoir vraiment produire du contenu personnalisé. Alors que par le passé, pour moi, ça restait un petit peu un concept où on avait peut-être un set de 15 créas. À la limite, on choisissait la meilleure. Et à la limite, on les composait, il y avait différents paragraphes, etc. Et ici, on peut vraiment, et aussi même en vidéo, parce que c'est ça qui m'a fait avoir ne fût-ce que le prénom et certains éléments qui sont vraiment intégrés par l'avatar du vendeur, du directeur marketing, du CEO, etc. Pour les avatars, c'est HeyGen. Voilà. Oui, voilà. C'est le boss. Il n'y a pas mieux, moi je fais mes avatars avec. Mais pour en revenir à ça, c'est intéressant parce que la thématique du jour, c'est la créativité. On est un petit peu en train de s'en éloigner, mais c'est pas grave. Mais on va parler à un moment de personnalisation et d'hyper-personnalisation grâce à l'IA, grâce aux data, grâce aussi à la génération de contenu et de visuels on the fly qui peuvent être générés d'après des data sur le moment. Mais si on en revient à notre thématique, quel serait le niveau de créativité de ces générations qui sont faites à la minute par rapport à juste des datas. Est-ce qu'il y aura une sorte de recul créatif de se dire il faut quand même que, je suppose qu'on pourra essayer de mettre ça en place, de dire quand tu vas générer la pub pour Nico, Nico il aime bien les idées un peu fun et créatives, essaye de lui trouver quelque chose qui va l'impacter. Ça fera partie de mon hyper-personnalisation. Donc si on en revient à la créativité et aux questions du début avec les directeurs créatifs, si on aboutit vraiment à ça,
Voilà, nos pubs se feront dans n'importe quel canal en fonction de notre humeur du jour, parce qu'on pourra suivre les datas de ce qu'on a fait le matin, si on est de bonne humeur, pas de bonne humeur, etc. Et donc, où est le niveau créatif là-dedans? Très bien. Peut-être un dernier type de création, la musique. La musique, ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je suis guitariste, ma compagne est chanteuse. J'ai mon abonnement depuis le début et je suis toutes ces évolutions de Suno. Il y en a un autre qui s'appelle Udio. C'est fascinant. C'est fascinant. Et on peut en reparler en termes de droit d'auteur, mais c'est fascinant. Voilà. Que ce soit en termes de gestion des paroles dans n'importe quelle langue, c'est-à-dire qu'on lui met les paroles, on lui demande un certain rythme, on lui demande un certain style de musique, et il va réussir à faire en sorte que les paroles soient chantées. Enfin, c'est quand même un challenge en musique, le tempo, etc., le flow, c'est hyper impressionnant, et c'est d'ailleurs un bon moyen dans certaines de mes formations pour des entités un peu spécifiques de vite générer 30 secondes de musique pour attirer l'attention en début de formation. Et tout le monde pourra chanter. Alors, ça, c'est déjà le cas. Hein. C'était déjà le cas avant l'IA. C'était des formes d'IA. Le vocoder a tout changé dans la musique. Mais on peut juste... La musique, c'est intéressant quand même. C'est un marché auquel je pensais en préparant ce podcast. En termes de créativité, est-ce qu'on ne peut pas dire que depuis ces 15 dernières années, ces 10 dernières années, à part certaines exceptions, ça tourne aussi en rond? Certains disent, ouais, mais l'IA va générer, on pourra parler hein, d'un contenu, une sorte de contenu de scam. Hein, on appelle ça le slop média, c'est-à-dire des contenus de basse qualité qui sont quand même uploadés sur Internet. En termes de musique, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, dont énormément de choses qui pour moi ne sont pas de bonne qualité. C'est très subjectif évidemment. Je pense que ça vaut la peine de quand même préciser, Nico. Slop Media. Ça mérite un peu plus d'explication. Oui, c'est un terme qui est sorti il n'y a pas longtemps. On peut le comparer au spam, si tu veux, dans les mails. Le slop, c'est un média, donc une image, une vidéo ou un texte, ou une musique, puisqu'on parle de musique, de complètement débile, raté, de mauvaise qualité, donc en gros tout ce que Midjourney a généré la première année ou presque, hein, en étant un peu catégorique. Donc toutes ces images qu'on voit qui n'ont pas de sens en fait, où l'IA a halluciné, elle a fait un truc complètement fou et qui est finalement quand même mise sur Internet, qui est quand même entré dans la connaissance de la base humaine. Il n'y a aucun humain qui va passer sa journée, aucun artiste qui va passer sa journée à faire un truc qui n'a aucun sens, que l'humain ne peut pas appréhender, parce que ce n'est pas dans nos codes, on ne comprend rien, et qui va ensuite le poster et le déclarer en tant que contenu à consommer. Et ça, l'IA, par contre, elle le fait. Et ça peut poser on parlait du serpent qui va se mordre la queue à un moment, parce que beaucoup de contenus générés par IA sont sur Internet, elle va s'inspirer de ses propres contenus. Même si les contenus n'ont aucune valeur. Mais voilà le problème. Donc déjà, c'est un problème qu'elle s'inspire d'elle-même, mais si elle s'inspire d'une masse de slop médias, c'est-à-dire de médias de piètre qualité qui n'ont aucun sens. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Peut-être qu'on peut quand même essayer de faire un petit résumé. Je pense que des points, peut-être plutôt les points d'attention pour les temps à venir. Oui, le slop média, on en parle même. Cet encombrement médiatique de piètre qualité peut commencer à être un danger. Ce qui va d'autant plus accentuer l'importance de ce rôle de curateur de contenu, en tout cas dans le marketing et dans la pub, de permettre à ces seniors, quels qu'ils soient, de faire le bon choix. Voilà. On va arriver à choisir ses renoncés, va devenir vraiment quelque chose d'important dans les agences de publicité. Ils devront renoncer à énormément de publicités qui auraient un bon potentiel. Peut-être parce que voilà, je pense que là, ça fait un moment qu'on avait dans notre enthousiasme, on creuse le sujet. Justement, tu penses que dans une évolution future, la curation, la sélection des concepts créatifs pourra, elle aussi, se faire par une algorithme? Oui. Oui, il suffirait que, et ça peut se faire des deux côtés, en agence de pub ou côté annonceur, ça pourrait être l'annonceur qui dit, vous savez quoi, tout ce que vous avez créé, envoyez-le nous.
on va le passer dans notre machine, dans notre moulinette, Ouais. qui est une sorte de RAG ou de custom GPT qu'on a nous-mêmes configuré, avec tous nos critères de sélection, avec la mission de la société, la vision, et lui va faire la sélection pour nous. Donc oui, je peux imaginer que ça arrivera un jour. Ok, super intéressant. À un moment donné, j'ai cru que tu serais extrêmement bref avec juste un oui, mais puis il y a quand même eu un peu plus d'explications qui ont suivi. Mais je pense que c'était... On coupera au montage. Oui, voilà. Oh, je sais pas. Ça m'amuserait peut-être de le laisser. Mais je crois que voilà, on est un petit peu arrivé au bout, peut-être pas du sujet parce que ça permettrait encore de discuter pendant des heures si on veut. Mais un sujet à nouveau différent qui risque d'évoluer très vite comme la plupart des sujets dont on a parlé. Mais voilà, je pense que appel habituel, essayez les outils mentionnés, on les mettra en lien dans les notes sur les différentes plateformes. Et puis curieux d'apprendre vos expériences et ce que vous en avez appris. Ciao, ciao. Merci à tous.